Depuis 1860, Simon accompagne celles et ceux qui osent défier les sommets en proposant des équipements innovants conçus à Chamonix. Aujourd'hui, Simon est fier de soutenir le podcast L'alpinisme au féminin qui relie les pionnières de l'alpinisme à celles qui façonnent notre époque. Learn from altitude. Saison 2. Une histoire de l'alpinisme au féminin. Des cordées symboliques, proposées par Mountain Path et la marque Simon. Les femmes ont toujours bravé les montagnes, façonnant l'histoire de l'alpinisme avec courage et audace. Pourtant, leurs exploits sont souvent restés dans l'ombre. Hommes et femmes abordent-ils la question du risque différemment ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Pour y répondre, nous avons choisi d'encorder Simone Badier et Maude Van Poel. Simone Badier est une légende méconnue d'un alpinisme engagé. Elle a réalisé des ascensions extrêmes dans les années 60-70. Ex-membre de l'équipe nationale d'alpinisme féminin, Maude Van Poel est guide et formatrice des guides au sein de l'École nationale et a réalisé des expéditions engagées. Elle est aussi experte de l'accidentologie en montagne. Tu es complètement folle d'avoir fait ce pas. Simone Badier vient de franchir sans prise franche en adhérence avec pour seule protection à un piton hasardeux, un des passages de l'Éperon Cros au Grand Joras. Elle est alors au sommet de son art après une décennie au plus haut niveau. Revenons sur le parcours d'une femme audacieuse et discrète. Elle grimpe ce que peu d'hommes réussissent, dotée d'une résistance de fer et d'un mental d'acier. Elle naît en 1936 à Paris. Brillante intellectuellement, titulaire d'un doctorat en physique nucléaire et professeure d'université à Amiens, elle est indépendante et libre. Elle commence à grimper les rochers de Fontainebleau et du Saussois avant de découvrir les Dolomites. À partir de 1966, elle y fait ses gammes et réalise les voies les plus difficiles de ce massif exigeant. Déjà, elle montre une résistance physique hors norme. Elle passe du rocher aux falaises. Elle le raconte à TV Mountain en 2017, 4 ans avant son décès à Chamonix. Comme il n'y avait pas de limite, je suis passée aux Dolomites. Et c'est là que j'ai fait mes premières très grandes ascensions en compagnie de Daniel Joie, qui était vraiment un ouvrier, mais qui adorait la montagne. Et qui connaissait tous les récits sur les Dolomites. Moi, il m'a emmené là-bas, alors que je ne savais même pas que les voies existaient. Lui, il connaissait tout. Mais il avait un don absolument terrible dans les voies pour se tromper d'itinéraire. Et comme quand il en a eu assez de se tromper d'itinéraire, eh bien, il m'a dit, tu passes en tête tout le temps, parce que ça faisait longtemps que je passais en tête, évidemment, mais on faisait plutôt réversible. Là, il m'a dit, tu passes tout le temps en tête, moi, je porte le sac. Vous vous rendez compte, si j'étais gâtée, j'avais un second qui grimpait très bien, très vite, et qui portait le sac, et moi, je prélassais en tête dans les grandes voies des Dolomites. Rapide et efficace, elle s'offre en 1969 la voie Hendrik et le dièdre Philippe Flamme à la Punta Civetta, puis en 1972, elle grimpe encore 2 voies difficiles de plus de 800 mètres à la Marmolada, enchaînées en 2 jours. Elle a à son actif la répétition des itinéraires les plus ardus des Alpes, le pilier central du Fresnel, la face sud du Fou, la directe américaine au Dru, chaque fois en tête de cordée. Sa passion pour la montagne est une quête d'absolu. J'ai grimpé avec des guides, mais enfin en copain toujours, en ami. Et je n'ai jamais voulu prendre un guide pour faire quelque chose que je me sentais pas capable de faire. Je voulais... j'aimais bien grimper de temps en temps avec des gens qui étaient plus forts que moi, parce que souvent, j'allais faire une voie... en second, avec cœur, parce que j'allais faire certaines longueurs qui me faisaient peur en second, et puis ça me permettait après d'aller emmener quelqu'un en tête, et de les refaire en tête. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir moi,
toujours de grimper en tête, c'était ça qui m'intéressait. Ou en réversible, souvent on faisait réversible, mais sans regarder, sans choisir ses longueurs. Ouais. En 1971, elle démontre ses talents inouïs dans la face sud du Fou. C'est une face ouverte, je vous le rappelle, en 1963 par les légendes du Yosemite, John Harlin, Tom Frost, Gary Hemming et Stewart Fulton. Elle ose envisager ce projet et le proposer à un ami amateur, Thierry. Elle devra assumer la course en tête de A à Z. Les premiers pas dans le couloir prennent du temps et promettent un bivouac inconfortable. Puis vient la fissure diagonale. Pour franchir le surplomb, Simone doit s'y reprendre à 3 fois. Elle est au pied du passage clé, elle ajuste son matériel, affûte son regard et se lance avec cette gestuelle souple et puissante qui la caractérise. Elle enchaîne les pas sans trop de difficulté, mais avec stupeur, elle découvre que les coins de bois au-dessus d'elle ont été enlevés et qu'elle ne pourra pas s'assurer. Le combat commence contre soi-même. Une petite hésitation, puis elle se lance finalement dans un mouvement exposé à une chute vertigineuse. À bout de force, et après un nouveau bivouac, Simone et Thierry atteignent le sommet. Dans La Dame de Pique, autobiographie parue aux éditions Guérin en 2008, Simone Badier revient sur sa conception de la prise de risque en montagne. Ma vie est ce que j'ai de plus précieux. Elle n'est pas à vendre, et j'accepte de la risquer seulement pour la transcender, pour la rendre plus belle, plus intense, plus exaltante. Revenons sur ce fameux pas sur l'éperon Cros. Après l'ascension de l'éperon Walker en 1971, elle ose se lancer une deuxième fois dans cette immense face des Grandes Jorasses en 1975. L'éperon Cros est pour elle une course vécue comme un rêve. Pourtant, après un début d'ascension aussi rapide qu'efficace, Robert, son compagnon, est abasourdi. Tu es complètement folle d'avoir fait ce pas. Plus haut, il se retrouve en difficulté quelques mètres sous le sommet. Dans un terrain pourri, il chute et dégrafe l'ensemble des pitons, sauf un, qui retient la cordée du grand saut. 2 vies sur un piton. Excepté cette chute, elle n'a pas expérimenté d'autres incidents qui auraient pu virer au drame. Ce qui est assez fou dans l'engagement de Simone Badier, c'est qu'elle grimpe pendant les vacances d'été, car elle enseigne à la faculté. Elle grimpe pour elle-même, sans quête de gloire ni de reconnaissance médiatique. Mais elle a une approche très préparée et entraînée de la montagne, à une époque où l'entraînement n'était pas loi. Sa préparation semble autant physique que mentale. C'est aussi une femme de son époque, inspirée par la révolution sociale de 68. Elle incarne une liberté assumée et discrète. Son engagement est total, mais complètement lucide et rationnel. La Dame de Pique, effectivement, c'est le défi de la mort aussi. Et on retrouve quoi dans ce livre alors ? On retrouve l'histoire de ma vie en montagne, d'une aventure merveilleuse que j'ai vécue en montagne, qui m'a complètement changée, qui a fait de moi quelqu'un d'autre. Et une vie vraiment extraordinaire. Et qui a fait de Madame Tout-le-Monde, d'une petite bourgeoise, je sais pas, quelqu'un une créature disons, qui rêvait et qui accomplissait ses rêves. Et je sais pas, je me suis dit, mais ce que j'ai vécu, c'est trop merveilleux que pour que ça parte avec moi, je voudrais en laisser un témoignage. Et en même temps, avec l'idée que ça a été vécu dans une époque qui est le XXe siècle et où les gens ne raisonnaient pas comme on raisonne maintenant, qui croyaient encore à un certain idéal, je ne sais pas, disons peut-être au surnaturel, alors que maintenant on ne raisonne plus qu'en termes d'argent. Et ça, je trouve ça épouvantable. Et je déteste ce siècle. Nous avons choisi d'encorder Simone Badier, femme libre et intègre, légère et audacieuse, à Maud Van Poel, qui
qui en ce 21e siècle est plus régulièrement encordée avec Lise Billon et Fanny Schmutz. Toutes trois forment une cordée d'exception qui a réussi la première ascension féminine de la difficile voie du compresseur au Cerro Torre en Patagonie. Ancienne membre de l'équipe nationale d'alpinisme féminin, Maud est, comme Simone, un esprit brillant et libre. Elle est doctorante en sociologie autour des comportements en montagne. Son sujet de thèse, soutenu par la Fondation Petzl, s'attarde sur l'accidentologie des sports de montagne et sur le rapport au risque des pratiquants. Avec elle, nous allons nous questionner sur ce sujet ambivalent. Les femmes ont-elles une approche différente de la prise de risque en montagne ? Learn from altitude. Bonjour Maud, ravi de t'accueillir. Donc on a décidé de t'encorder avec Simone Badier, donc, qui est une femme un petit peu méconnue, mais qui a été une légende des années 60, docteur en sciences nucléaires, donc qui a beaucoup fait de la recherche et enseigné à l'université. C'est aussi une femme qui a fait beaucoup de choses très très difficiles, en escalade, mais pas que, en alpinisme, faster des Grandes Jorasses, etc. Elle revendique aussi, dans son livre, La Dame de Pique, qu'elle n'a jamais été secourue. Elle le revendique comme un fait de gloire de jamais avoir été secourue. Et alors, on est très très content de t'accueillir parce que effectivement, tu as un doctorat aussi, alors plutôt dans la thématique de la sociologie et l'accidentologie, mais tu es aussi intervenante à l'ENSA, plutôt à former sur des thématiques d'accidentologie aussi. Alors nous, aujourd'hui, on est très très contents pour qu'on puisse être un peu éclairé sur la question des risques. Et est-ce qu'il y avait finalement une question de genre derrière la question des risques ? Est-ce que les femmes prennent moins de risques, plus de risques que les hommes ? Donc voilà, ce sera un petit peu le fil rouge de l'interview. Alors, quand on évoque Simone Badier, peut-être que tu la connais ou peut-être pas trop, je sais pas. En tout cas, qu'est-ce que ça peut évoquer pour toi d'être encordé aujourd'hui avec Simone Badier ? Eh bien, en effet, je la connaissais pas beaucoup jusqu'à me pencher un peu sur la question. Et rien que ça, je trouve ça intéressant, le fait que peut-être on la connaît peu dans l'histoire de l'alpinisme. Mais en regardant un petit peu ce qu'elle a fait et sa liste de courses... c'est plutôt, ça semble être un honneur, hein. Ça a l'air... C'est une femme à la fois de tête et de corps. Je pense que c'est une femme qui était à la fois très brillante intellectuellement et puis très forte aussi en montagne. Donc, peut-être qu'il y a quelques liens. Alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à l'alpinisme ? J'ai commencé l'alpinisme assez tard, finalement. Tu viens d'où ? De quel coin, finalement ? J'ai grandi à côté de Lyon, dans la campagne lyonnaise, dans l'Ain. Donc, pas vraiment montagne. J'ai un père qui pratiquait l'alpinisme et le ski de randonnée, notamment, depuis longtemps, et l'escalade. Mais ça a plus eu un effet de développer l'imaginaire que de vraiment m'initier ou m'emmener à la montagne. Donc, le lien était quand même là, mais mon père, notamment, il m'a jamais ou peu emmené en alpinisme. Il m'a emmené en ski de randonnée, ski de randonnée depuis l'âge de 12 ans à peu près. C'est relativement jeune déjà. C'est relativement jeune en effet, mais j'avais la demande en fait depuis ado je voulais aller, en entendant ces récits un peu d'expé au Pérou dans les années 80, des choses comme ça, j'étais demandeuse d'aller en alpinisme et en fait... Ça se faisait pas tout à fait en alpi. Alors, quelle est cette première course alors ? J'allais te demander la plus importante, mais la première course pour toi en alpinisme ? Alors peut-être que quand même un souvenir avec mon père notamment, et c'était en seconde, c'était la traversée du Soreiller. Des aiguilles du Soreiller. Ouais. D'accord. Et alors le souvenir ? J'étais quand même impressionné et j'ai le souvenir que la descente c'était très très long. D'accord, juste le souvenir de la souffrance des pieds peut-être. Ouais, un petit peu. Voilà, après avant ça il y avait eu des raids en autonomie en ski quand même avec des passages un peu alpins. Alors je sais plus exactement si on mettait les crampons ou pas, mais voilà, j'avais peut-être 13-14 ans et c'est vrai qu'on avait dormi en refuge non gardé en hiver sur 5 jours, donc... Après, la frontière avec l'alpinisme est ténue, mais... Alors, de cette première course au Soreiller jusqu'à devenir guide, il y a quand même un petit écart, un petit chemin. Qu'est-ce qui était le déclencheur, en fait, de l'idée d'en faire un métier, l'idée de faire des expéditions, d'en faire toute une vie, en fait ? Ouais, c'est quand même arrivé tard, parce qu'après, j'ai fait... tard.
Bien sûr, c'est relatif, mais en tout cas, la bascule, ça s'est fait rapidement. J'ai concentré ma pratique quand même en peu de temps parce que j'ai fait des études à Lyon. J'avais du mal à trouver des partenaires de cordée. J'avais l'envie, mais je savais pas par quel bout attaquer, quoi. Mis à part cette initiation au saurier par mon père, après, voilà, j'avais un peu la sensation que soit il fallait être déjà très fort et du coup on trouvait des partenaires de cordée, soit, en tout cas à Lyon, voilà. Comment tu as réussi à faire ces premières courses sans ton père, finalement, ce mentor? Oui. En fait, je suis partie aux États-Unis. J'ai fait une année d'échange aux États-Unis, en Oregon. Donc, c'est au nord de la Californie. Et là-bas, on pouvait choisir à la fac un module alpinisme. Ah oui, génial. Voilà, la fac américaine. Donc, j'étais ravie. Donc, j'ai pris ce module alpinisme. Et j'avais quand même, à la fac, j'étais en STAPS, du coup j'avais quand même passé l'initiateur escalade. En fait, je cherchais tout ce qui pouvait m'en rapprocher. J'aimais pas spécialement l'escalade sportive d'ailleurs, mais bon, l'initiateur escalade, ça me permettait de se rapprocher de ce milieu-là un petit peu. Du coup, aux États-Unis, j'avais pu bosser dans le gymnase, et je pense que c'est là que les premières fois... Voilà, par contre, j'avais cette connaissance du ski de rando, et j'ai rencontré des gens qui étaient motivés, mais qui avaient moins de connaissances de ski de randonnée. Et c'est peut-être les premières fois où c'est presque moi qui les ai emmenés et qui ai dit mais là on peut aller là en ski ça marche bien, et où j'ai peut-être pris confiance, pris quelques bases grâce à ces modules alpinisme. Et puis comme tu dis, je me suis un peu détaché j'ai fait ces courses pour moi-même et pas en me reposant sur mon père, quoi. Alors à quel moment l'idée de devenir guide, parce que c'était déjà présent en Oregon quand tu as commencé à encadrer Non. Indirectement les gens, non? Pas du tout, parce que là, en fait, je suis encore à un moment où j'ai envie de progresser, j'ai envie de faire de l'alpinisme. Je suis un bébé en alpinisme, en tout cas dans ma tête, quoi. En montagne et tout, même si en fait, a posteriori, je me rends compte que j'avais accumulé une forme d'expérience quand même, mais voilà. Donc, et puis il y avait quand même quelque chose dans ma famille de finir des études. Voilà, donc je rentre en France, je finis mon master en STAPS. En me disant, au moins j'aurai un master, je sais pas ce que ça donnera, mais ça, ce sera fait. Et après le master, je dis non, mais par contre, là, moi, je veux pas passer le concours de prof de PS, notamment, comme une bonne partie de ma famille. Je veux pas partir à Paris dans un programme tracé, etc. Je veux faire de la montagne. Je sais pas trop, mais je veux faire de la montagne. Et du coup, il y a un autre élément déclencheur, c'est que je vais faire la Red Forb au Chardonnay avec une copine. Ça aussi, c'est quand même une course. C'est pas la première, mais c'est quand même une course qui m'a marquée dans les... Voilà, et on discute. C'était l'ouverture du refuge Albert Ier. Et j'avais prévu ensuite de partir en voyage 6 mois en Amérique du Sud, un peu en autonomie. Et je me dis, en rentrant, il faudra bien que je fasse quelque chose. Je vais aller lui demander comment il recrute ses aides-gardiens. Et est-ce qu'en rentrant au printemps, je peux pas trouver du boulot au refuge, quoi. Une gardienne de refuge. Voilà. Et en fait, c'est rigolo parce que je suis restée au refuge ce même été. Donc c'était début juin, la Red Forb. Et après, il revient me voir et me dit, mais t'es dispo ce week-end pour faire un extra ? Ah ouais, mais ce week-end, du coup, c'était le surlendemain. Et c'était resté tout l'été. Et je suis resté quasi tout l'été, ouais. D'accord. Exactement. Donc je dirais que l'expérience au refuge Albert Ier m'a permis de rencontrer des aspirants guides, beaucoup de monde, comme tu peux l'imaginer. Et notamment des personnes, plutôt des garçons, des amis qui m'ont dit mais si, mais regarde, moi je suis pas si fort que ça, et je suis aspi, c'est pas inatteignable, si tu t'y mets, tu peux sûrement passer le guide. Donc ça a été vraiment la deuxième étape, on va dire assez forte, l'Oregon, le refuge Albert Ier. Qu'est-ce qui fait qu'après on se retrouve au fin fond de la Patagonie avec 2 autres copines à faire des trucs très très durs, parce que là c'est encore une autre marche en fait, hein. J'imagine qu'il y a encore un cheminement pour aller vers cette forme un peu radicale quand même d'alpinisme total. Ouais, je dirais que c'est petit à petit, hein, on s'en rend pas compte, hein, on tend pas vers quelque chose de radical, comme tu dis. Je dirais que c'est vraiment petit à petit. Il y a autre chose, c'est que moi le voyage, pour le coup, même depuis ado, même 12 ans, ça me faisait vraiment rêver. Je pense que ce qui m'attirait autant que l'alpinisme, à la base, c'était le voyage et la découverte des cultures et la Patagonie. Enfin, l'Amérique du Sud, l'idée que je m'en faisais à l'époque, hein, c'était plus flou que maintenant, quoi, mais cette espèce de bout du monde un peu. Et du coup, suite à l'Albert Ier, je suis partie en voyage en Amérique du Sud. Et là, je suis partie toute seule. Je
Je n'avais pas trouvé spécialement un compagnon ou compagnonne qui collait au projet. Et j'ai réussi à faire quand même pas mal d'alpinisme. J'ai rencontré Lise Billon. Elle était déjà un petit peu connue parce que donc elle était déjà aspirante guide et je pense que c'est à ce moment-là qu'il rentrait du Risso Patron. Ah, là où ils ont obtenu ce piolet d'or, cette grande récompense pour leur ascension au réseau Toron, c'est ça? Risso Patron. Réseau Patron. Oui, mais bon, ils savaient pas encore qu'il y avait un piolet d'or à ce moment-là. Okay. Cette première fois, donc ça date un peu à El Chaltén en Patagonie en 2015, alors que moi j'avais encore que peu d'expérience quand même. Et par contre, je me suis fait une expérience quand même de l'étranger, un peu d'altitude au Pérou et tout ça. Voilà, et au retour d'Amérique du Sud, ça m'a permis de rentrer dans l'ENAF. C'est l'équipe nationale d'alpinisme féminine de la FFME, de la Fédération Française de la Montagne et Escalade. La deuxième fédération avec le club alpin français qui s'occupe en partie des activités montagne, quoi. Et en fait, c'est tout comme au club alpin français, il y a le Géant, qui est le groupe Excellence Alpinisme National, qui est un groupe mixte. À la FFME, il y a l'ENAF et l'ENAM, donc l'ENAM pour masculin. Et c'est 3 ans de formation avec des jeunes. Sauf qu'à la FFME, c'est des jeunes. Pour les femmes, c'est jusqu'à 30 ans. Et pour les hommes, c'est un peu moins. Et à la FFME, c'est hommes et femmes séparés. Est-ce que tu penses que de passer par des apprentissages où on n'a que des femmes entre elles, à travers ces équipes nationales, ces groupes, fait du sens? Justement, si on veut parler de diversité, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas avoir des groupes mixtes d'emblée pour pouvoir faire ces brassages de sensibilité? Moi, j'ai la sensation qu'on est à une étape, peut-être dans l'évolution autour de cette question, où on a encore besoin de ces groupes féminins. Et pas toutes les femmes. Il y a d'ailleurs des femmes à qui ça correspond très bien, qui ont besoin de ces groupes féminins pour prendre le leadership, pour se faire confiance. Voilà, ça c'est des sujets, c'est un autre sujet, j'imagine. Voilà, je pense qu'il y a certaines femmes qui en ont vraiment besoin et pour qui ces groupes féminins sont nécessaires. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est que c'est tout simplement ouvrir plus d'opportunités aux femmes de se former, ce qui permet de contrebalancer l'inégalité qu'il y a en fait. Juste, il y a moins de femmes. Si on veut aller vers plus de femmes, on met en place plus de choses pour elles. Ça, c'est un peu bête et méchant, j'ai envie de dire. Et puis, il y a des femmes qui n'ont pas forcément besoin de ces groupes féminins, voire qui ne se retrouvent pas spécialement dans ces ambiances que féminines. Et du coup, c'est bien qu'il y ait aussi des groupes mixtes. Et je pense qu'une étape d'après qui serait intéressante, ou en parallèle, c'est des groupes mixtes, mais avec une sensibilité et une formation particulière à l'encadrement aux dynamiques de genre. Parce que des groupes mixtes sans réflexion d'encadrement sur comment fonctionnent ces dynamiques de genre et comment faire en sorte que les femmes prennent autant le leadership que les hommes et que pour ça, il faut peut-être les pousser plus, il faut peut-être calmer certaines ardeurs des hommes. En fait, on a un groupe mixte comme on a toujours eu et les hommes vont prendre le lead, etc. etc. C'est comme l'encadrement de ces groupes par des femmes ou par des hommes. Très bien pour que ce soit des hommes, à partir du moment où ils sont formés ou du moins sensibilisés à ces dynamiques de genre. Donc c'est plus une question d'aider les femmes à prendre le leadership dans pas mal d'espaces de la société d'ailleurs, et en montagne en particulier. Oui, voilà. Et ces groupes mixtes, s'il y en avait de plus en plus avec cette sensibilité de l'encadrement, super, j'ai envie de dire. Et du coup, ces équipes, au sens large, c'est globalement un super tremplin, y compris pour les femmes, parce qu'on se rend compte là que dans les femmes guides, la plupart sont passées par des équipes, que ce soit Géant ou ENAF. Donc là, une structure un peu organisée, tu étais prise en charge un petit peu avec de l'encadrement? Ouais, tout à fait, et un tremplin, vraiment un tremplin, l'ENAF, parce que moi là, j'avais 3 ans, en gros j'ai fait 3 ans entre mon master et ma thèse, où j'ai fait un peu de gardiennage de refuge pour gagner des sous, et de la montagne, voilà. D'accord. Et d'un coup, les portes, les contacts, tout a augmenté. Mais vraiment, la montagne, c'est venu par rapport au voyage un peu dans un deuxième temps, de me dire, encore mieux, je peux aller faire de la montagne en voyageant, quoi. Loin, ouais. Alors, tu exerces le métier de guide ou peut-être un petit peu quand même, malgré toutes tes expéditions que tu fais, tu bosses un peu comme guide. Voilà, c'est un sujet pas simple. Comment tu abordes le risque ? Avec les clients notamment. Alors oui, je travaille comme guide. Maintenant, c'est quand même mon activité principale, vraiment. Ça varie. J'ai pas la comparaison. Tu sais, le guide, c'est un métier où on est souvent tout seul, même si on essaye d'échanger.
Je pense que j'en parle quand même pas mal aux clients. J'ai un peu l'idéal que c'est plus intéressant d'avoir une acceptation du risque partagé, qu'il faut que les risques soient conscientisés, qu'il faut l'exprimer, en parler. Mais bien sûr, ça dépend quand même du niveau d'expérience des clients et puis des courses qu'on va aborder. Il y a des fois où c'est nécessaire d'en parler. Il y a des fois où c'est peut-être pas nécessaire de rentrer dans tous les détails pour aller faire une course qui reste d'un niveau initiation. C'est peut-être important de capter la connaissance et l'acceptation du risque potentiel ou non des clients qui est certainement très différente de celle des guides et de la nôtre. Tu as beaucoup étudié donc, les situations accidentogènes avec des cas particuliers, des situations spécifiques. Est-ce que tu arrives à recoller cette vision un peu académique, théorique, à ta pratique ? Est-ce que tu arrives à visualiser quand tu es sur le terrain des situations qui sont accidentogènes que tu as étudiées dans ta thèse, tes travaux ? Est-ce que tu arrives à recoller réalité et études ? Alors au début, je répondais plutôt non à cette question. Parce que je pense qu'il faut vraiment garder en tête que c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on ne va pas le faire, qu'on ne va pas typiquement s'exposer au risque, par exemple, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, il y a l'envie, il y a le sens qu'on met derrière tout ça, etc. Et plus ça va, plus je pense que quand même, vu que j'ai réussi à me pencher sur des cas assez concrets, et puis maintenant j'encourage, ou je suis toujours dans une dynamique de développer la culture du partage d'expériences. Je pense que plus ça va, plus quand même j'arrive à avoir des espèces d'effets d'alerte mentale de « Ah tiens, ça j'en ai quand même lu plein des situations qui ressemblaient à celles d'aujourd'hui. Peut-être warning, peut-être attention. » Voilà, mais c'est pas aussi simple que j'étudie le risque, donc je suis quelqu'un d'hyper safe en montagne. Non, mais ça, bien sûr. Et d'ailleurs, on a tous en tête la phrase de Reynold Messner sur le fait que la montagne, elle est ni juste ni injuste, elle est juste dangereuse, on va dire. Toi, dans les conseils que tu pourrais donner à un ou une alpiniste, finalement, par rapport à un point de vigilance de tes observations de terrain et académiques, par rapport au risque, qu'est-ce que tu pourrais partager ? Ah, alors peut-être c'est parce que j'ai ça en tête, mais c'est d'essayer de prendre du recul le plus souvent possible. Soit pendant une sortie, quand on est en train de réfléchir, d'avancer, ou justement quand on n'est plus en train de réfléchir, mais juste en train d'avancer, d'identifier des moments où on arrive à prendre du recul. Donc le temps d'arrêt. Ouais, un temps d'arrêt, je m'observe fonctionner. Et puis une prise de recul parfois sur sa propre pratique, sur où j'en suis par rapport à mon acceptation du risque, quel est le poids de ce que je vois autour de moi, de la culture, quel est le poids peut-être de mes envies, de ce que là je suis pas dans une dynamique, si on se replonge au moment où je voulais passer le guide et tout, moi j'ai quand même été dans là c'est maintenant, je veux en faire, j'avais l'impression d'être pressé quoi, je voulais faire plein, un peu ouais. Alors, est-ce que les femmes, c'est une question qu'on s'est posée dans le livre, est-ce que les femmes ont un rapport différent au risque ? Alors déjà, sur le plan purement statistique, est-ce qu'il y a des observables précis entre hommes et femmes par rapport à la montagne, avec des panels un peu équivalents ? Est-ce qu'on a des informations par rapport à ça ? Alors, il y a quelques points statistiques, mais j'invite à être très précautionneux quand même sur la question et sur peut-être la généralisation un peu hâtive qui serait de dire les femmes ont moins d'accidents, donc c'est une bonne raison de vouloir avoir plus de femmes en montagne ou plus de femmes guides. Voilà, en préambule, je dis attention quand même aux stéréotypes de genre inverse peut-être, qui serait de généraliser en disant les femmes sont plus sensibles, plus dans la communication, plus précautionneuses et tout ça. Finalement, on se serait remettre dans une case de genre. Et j'attire l'attention sur le fait qu'avoir plus de femmes, que ce soit alpinistes dans la profession de guide, à l'ENSA, peu importe, c'est intéressant juste parce qu'elles ont le droit d'être là. Et pas parce qu'elles apporteraient... de la sécurité. Juste parce qu'elles aussi, elles ont le droit d'être là et parce que c'est intéressant d'avoir de la diversité, par contre. Parce qu'en effet, il y a une socialisation qui est bien souvent différente chez les hommes et chez les femmes, qui crée des façons de fonctionner bien souvent différentes, même si bien sûr tout ça c'est un peu une généralisation.
Et l'intérêt d'avoir plus de femmes, c'est uniquement la diversité et puis l'égalité des possibles, quoi, pour les hommes et les femmes. Tu as bien éludé ma question. On peut y répondre par contre. Mais tu vas y répondre un petit peu quand même, parce que ça m'intéresse de savoir les chiffres quand même, parce que c'est même si ce que tu dis sur la dimension de culture, etc., et que c'est dur de faire des généralités, des stats, ça peut donner des informations quand même. Ouais, voilà, attention, ne pas prendre au pied de la lettre. J'avais en tête quelque chose comme... Donc, première chose sur l'accidentologie, c'est que c'est très dur d'avoir des données fiables et précises sur la population de pratiquants. Et sur le volume de pratique et le type de pratique aussi. Parce bien sûr, ça peut tout être... Alpinisme, c'est le Mont Blanc comme la Fast-Four des Grandes Jurasses. Voilà, tout à fait. Donc, bien sûr. Donc, l'idée quand même qu'on a, c'est qu'en club alpin, il y aurait 40%, club alpin français, 40% d'adhérentes. Je ne sais pas si c'est tout à fait mis à jour, mais... En gros, on a quand même une proportion assez grande d'adhérentes. Et plus on va vers le haut niveau... Et les guides. Plus la proportion baisse de femmes. Donc, voilà. On est quand même sur 40 femmes guides pour 1500 aujourd'hui. Tout à fait. Pour une base on va dire, sociologique à 40-60 au club alpin. Voilà. Donc ça, c'est déjà intéressant. Et du coup, moi, dans ma thèse, j'ai deux bases de données qui nous apportent des informations. C'est la base de données du PG, des secours, donc des personnes secourues. PGHM, merci. Et un questionnaire auprès de 2000 pratiquants d'alpinisme. Et qui, dans ce questionnaire, on a des informations sur les niveaux de pratique, la fréquence, les types d'activités. C'est assez précis là-dessus. Et donc on a estimé que c'était assez représentatif de la population d'alpinistes. Dans ce questionnaire, là je parle de mémoire, on a un peu moins de 40% de femmes, je crois. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'en comparant avec la population des personnes secourues, il y a plus d'hommes secourus que de femmes secourues. À population équivalente. Donc à population équivalente, en comparant un échantillon qui semble représentatif de la population d'alpinistes et la population des personnes secourues par le PGHM, il semblerait que les hommes ont globalement plus recours au secours de manière générale, donc ils font plus appel au secours. Ça veut dire qu'ils ont plus d'accidents, sauf que quand ils font appel au secours, tout le monde n'est pas blessé. Et notamment, quand ils font appel au secours, les hommes sont globalement plus indemnes ou plus décédés. Donc en gros, soit ils sont indemnes, donc l'interprétation c'est ce qu'ils ont tenté, peut-être quelque chose de difficile pour eux, plus facilement, plus souvent tenté que les femmes, est-ce qu'ils vont plus facilement avoir recours au secours dans une situation similaire que les femmes ? Et ou que quand ils ont un accident, par contre, ça cartonne relativement fort et qu'il y a plus de décédés. D'accord, donc si on prenait juste le chiffre de la mortalité en montagne, c'est quoi le ratio entre hommes et femmes ? En chiffre brut, je sais pas. Ouais. Par contre, l'indice de mortalité est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Et l'indice de mortalité, c'est le nombre de décès par rapport au nombre de secours. De secours, donc c'est déjà une base intéressante. Hein. Ouais. D'accord. Et l'écart est important, il est valable dans tous les pays du monde, Alors en France, il est 11% et 7%, donc 11% chez les hommes. C'est un gros écart quand même. Quelque chose comme ça. D'accord. De cet ordre-là. Ok. Qu'est-ce que les femmes pourraient apprendre aux hommes en termes de prudence et en termes de gestion des risques ? Oui, alors comme on disait, c'est une question un peu glissante quand même. Parce qu'il faut avoir en tête aussi dans ces statistiques qu'il y a beaucoup moins de femmes qui pratiquent à haut niveau. Mais alors, moi, c'est les chiffres, je reconnais la prudence de la docteure en accidentologie, mais chaque fois, tu n'oses pas dire les choses. En fait, c'est étonnant parce que tu as probablement des choses à dire là-dessus. Et tu prends toujours beaucoup de précautions à dire les panels sont pas ceci, pas cela. Mais en même temps, ma question c'est, est-ce que s'il y a un indice de mortalité moins important chez les femmes que chez les hommes, peut-être que les femmes ont des trucs à partager aux hommes pour pouvoir regarder les choses différemment ? Oui, tout à fait. Il y a certainement des choses à dire. Je pense que c'est important de bien comprendre que voilà, l'accidentologie, c'est quand même quelque chose il faut contextualiser à chaque fois, les chiffres. Et les chiffres n'ont pas toutes les vérités. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, il semblerait... Je parle notamment, moi, de la partie comportementale, en fait, de la manière dont on perçoit sur le plan culturel, social. Enfin, je pense que tu as beaucoup creusé ces sujets et d'aller peut-être donner un petit angle, un petit regard sur ça. Alors, j'ai que peu creusé la question du risque sous l'angle du genre, quand même. C'était pas le focus de ma thèse.
Dernièrement, je le creuse un peu plus, voilà, par intérêt personnel, mais je pense qu'en fait là, on a une telle disparité dans l'alpinisme un peu avancé ou dans le milieu des guides entre hommes et femmes qu'en fait, rien qu'amener de la diversité et tendre, imaginons une parité. Enfin, ça paraît inimaginable en fait à l'heure actuelle, mais même un 30% de femmes dans ces milieux d'alpinisme de haut niveau. J'ai envie de dire, je pense que la diversité ne peut amener que du mieux, en fait, la diversité des regards en termes de sécurité, parce qu'elle va amener de l'échange, des points de vue différents. Sensibilité aussi, même si c'est encore un stéréotype de genre, mais bon. Et des sensibilités, mais qui vont peut-être venir des femmes comme des hommes, finalement. Oui, bien sûr. Le fait qu'il y ait plus de femmes et que le dialogue soit plus délié, peut-être que des hommes qui étaient plus... Moins de rapports d'ego aussi, peut-être, dans les cordées qui sont très masculines, où il peut y avoir d'autres rapports de force aussi qui s'installent. Tout à fait. Et peut-être que des hommes vont être amenés à exprimer aussi une sensibilité différente qui serait plus connotée comme une sensibilité féminine ou voilà, ou si on peut parler peut-être en termes d'énergie masculine et d'énergie féminine, ce qui sort un peu de la case stéréotype de genre. Et ben dans chaque individu, il y a ces deux énergies et peut-être que plus de diversité dans les pratiquants en tendant vers plus de parité, et ben ça permettrait aussi de faire mieux circuler ces énergies masculines et féminines dans les deux cas. Bon, mais c'est une piste. Je finis sur quelque chose. Ce qui est intéressant comme question à se poser, c'est vu que les femmes sont si minoritaires dans l'alpinisme de haut niveau entre guillemets ou dans le monde des guides. Est-ce que finalement, pour se faire accepter de ce milieu, elles ne tendent pas à intégrer la culture globale de l'activité qui est encore connotée de manière assez masculine et finalement à se conformer au mieux pour être aux règles, l'usage de la corporation ou de l'alpinisme de haut niveau qui est sur des standards qui sont écrits depuis 2 siècles par les hommes. Ouais. Aux usages tacites, aux règles tacites finalement, et qui du coup elles vont s'acculturer quelque part et mettre de côté tout ça pour se faire accepter par leurs pairs qui sont globalement masculins. Parce qu'on a envie de faire partie. Ça c'est quelque chose de totalement... Dans l'observation des accidents de la profession de guide, on voit bien que les premières femmes guides, elles ont eu très peu d'accidents. Et qu'aujourd'hui, voilà, ça se normalise un peu, dans le sens ça se ressemble plus. Et effectivement, il y a un peu plus d'accidents chez les femmes guides depuis quelques années. Oui, tout en gardant à l'esprit qu'on est sur des micro-panels. Un panel de 40 peu. Ouais, tout à fait. On va pas trop t'assommer avec toutes ces questions sur les chiffres. Est-ce qu'il y a une femme qui t'a inspiré dans ton parcours ? Je suis pas très au fait, je suis pas très... femme forcément alpiniste, femme au sens politique, au sens historique, au sens de ce que tu veux en fait. Ouais. Ou un homme en fait. En fait, je dirais plus maintenant qui m'inspire. Je pense que plus jeune, je me posais pas toutes ces questions. Plus jeune, j'avais envie de faire de la montagne et j'ai fait de la montagne et c'est seulement plus tard que je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des barrières de genre qu'on vivait pas tout à fait la même chose dans ce milieu en tant que femme qu'en tant qu'homme. Et du coup, c'est peut-être plus maintenant que je tire mon inspiration, mais de personnes presque proches. Enfin, je veux dire, Fanny Schmutz, avec qui je m'encorde, elle m'inspire dans sa pratique de guide, dans son attitude en montagne. Voilà, elle est aussi un peu plus âgée que moi, donc je pense qu'elle a un tout petit peu plus de recul. Ouais, là, je crois que c'est ça qui me vient à l'esprit. Donc, on est plus sur des compagnonnages, de la sororité, on utilise ce mot comme source d'inspiration peut-être que d'avoir un mentor lointain et inspirant. As-tu peur en montagne ? Oui, je crois. Oui, de plus en plus. Alors moi, à la base, j'ai peur de la chute en escalade de manière totalement irrationnelle, mais enfin irrationnelle dans le sens j'ai peur au-dessus d'un split parfois. Oui, à la base, j'ai pas mal peur. Je pense que j'ai eu besoin de travailler mon engagement au-dessus des points, de me concentrer sur l'instant présent, de pas penser à la chute. Voilà. J'ai plus peur de ça que de l'environnement montagnard. Par contre, je me rends compte que... Et donc c'est pour ça que je dis que c'est irrationnel, mais je suis bien en montagne par contre. Voilà, quand tout déroule, quand tout est dans le flow, j'ai pas trop peur. Ouais. Alors, est-ce que tu es inspiré par
Simone, est-ce que Simone peut inspirer les jeunes générations? Parce que finalement, c'est une femme qui est méconnue. Mais est-ce que ce style-là d'un alpinisme assez engagé, discret, est-ce que c'est pas une nouvelle forme d'alpinisme, finalement, de sortir un peu de la médiatisation, de chercher à aller là où le chemin parle? Parce que Simone a une intégrité vraiment très, très forte. Est-ce que ça parle aux jeunes générations, tu crois, ce genre de parcours? Oui, je pense. Moi, ça m'a marqué tout à l'heure en voyant qu'elle avait quasiment tout fait en tête. Je me suis dit, waouh, quand même, à l'époque... alors, je me demande avec qui elle grimpait, d'ailleurs. Alors, c'est toujours des compagnons vraiment bien en deçà d'elle. Hein. Okay. Elle a toujours été vraiment la leader absolue. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas forcément la capacité à faire passer l'autre devant. Et elle raconte d'ailleurs au Grand Jura un moment où elle le laisse passer devant et il chute, quoi. Ils ont failli mourir tous les deux, ils sont restés pendus sur un piton et s'en est mordu les doigts hein, de l'avoir laissé passer devant. Donc elle est plutôt à prendre le lead et à pas le lâcher et à faire le travail quoi devant. Donc la question du leadership, finalement c'est le sujet majeur et Simone a donné un tel exemple il y a si longtemps. Mais par exemple Simone, en effet, elle avait certainement pas besoin de groupe féminin. Ça c'est sûr. Mais souvent ce qu'on voit et quand on pose la question de est-ce qu'il y a besoin de mettre quelque chose en place à des femmes guides si elles n'ont pas spécialement ou des alpinistes de renom si elles sont pas spécialement attardées sur la question, c'est probable qu'elles disent non, je vois pas le problème. Parce qu'en fait, il existe la plupart des femmes, en tout cas jusque-là, qui sont arrivées à ces niveaux-là d'alpinisme. C'est certainement qu'elles avaient peu de barrières et qu'elles ont eu la chance d'avoir une socialisation, un entourage favorable et qui n'était pas genré dans le sens féminin classique. Il y a des sociologues qui parlent de socialisation inversée même. Et du coup, la plupart des femmes, si elles en sont là, encore jusqu'à maintenant ça change un petit peu, mais peut-être qu'elles n'avaient pas tout à fait de barrières. Et il ne faut pas oublier qu'il y en a, et tant mieux. Mais voilà, finalement... Elles avaient moins de barrières. Même actuellement, j'ai pas beaucoup d'exemples en fait de femmes qui, alors hormis la pratique de guide, hein, bien sûr, mais qui vont être vraiment dans une situation d'emmener, peut-être presque de chercher, de pas avoir de compagnons ou compagnonnes de cordée de leur niveau et du coup d'emmener ceux qui veulent bien, quoi. Et du coup, ou en tout cas peut-être pas dans les courses d'ampleur comme elle a fait elle. Donc ça, c'est assez inspirant parce qu'en fait, je pense à des cordées féminines ou du coup des cordées de partage de lead. Des cordées, bien sûr, de leaders plutôt masculins, mais des cordées de leaders féminines, peut-être, c'est méconnu de ma part, mais actuellement, ça me vient pas en tête, donc ça, c'est hyper inspirant. Et puis après, sur l'aspect discrétion, moi, j'aime beaucoup, je trouve ça inspirant de faire tout ça, de sentir qu'il y avait, du coup, elle faisait ça uniquement pour elle, qu'il n'y a pas de recherche particulière de reconnaissance ou d'ego qui vient prendre de place. Je suis partagée sur la question de la médiatisation parce qu'à la fois, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, dans une dynamique d'encourager l'alpinisme au féminin, ça peut être intéressant de parler peut-être un tout petit peu plus de ce qu'on fait que ce qu'on ne le voudrait soi-même. Moi, je crois que c'est pas vraiment une volonté première de dire regardez ce que j'ai fait, de parler de ce que j'ai fait. Mais des fois, quand j'ai des retours... notamment de filles que j'encadre pas mal de groupes féminins en formation qui me disent ah mais c'est super et puis on adore voir qu'en fait toi aussi t'as peur, toi aussi tu te poses des questions mais que vous y êtes allé quand même et comment t'as fait pour... Là je me dis ok, ça a un intérêt d'en parler un petit peu parce que voilà, je crois vraiment à l'idée qu'une petite fille de 5-6 ans si elle voit des représentations de femmes alpinistes c'est possible pour elle de se dire un jour moi aussi je veux faire ça. Si elle n'en voit jamais, c'est quand même plus dur. Quel conseil tu donnerais à cette petite fille de 5-6 ans, peut-être 12-14, l'âge où tu as fait tes premières courses, quel conseil tu lui donnerais, tout simplement? Alors, c'est pas de moi, mais du coup, ça me vient l'idée. On m'a partagé il n'y a pas longtemps, et c'est une nana une fille qui passe le probatoire, qui m'a partagé une phrase qui était la meilleure solution pour être la meilleure grimpeuse possible, c'est d'être soi-même au moment de grimper. D'être soi-même au moment de grimper. Bon, écoute, on va clôturer avec ça. Merci beaucoup, Maud, pour ton temps. Et puis, au plaisir de te retrouver sur les sentiers. Merci. Merci. Learn from altitude. Des cordées symboliques. Le prochain épisode poursuivra l'exploration de cette histoire de l'alpinisme au féminin en encordant Lydia Bradet et Jordan Liénard. Lydia
est la première femme au sommet de l'Everest sans oxygène. Son succès a été contesté et il faudra des années pour qu'elle soit reconnue pour son exploit. La réussite est souvent une mise en question de soi et des autres. Comment les autres perçoivent le succès d'une ascension ? Avec Jordan, qui a gravi les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes avec son guide, nous questionnerons l'idée du récit et du succès. Learn from altitude. Produit par Mountain Path avec Simon et réalisé par Globule Radio. Scénario Jessica Compois. Mixage Kirstine Mackenzie. À découvrir, une histoire de l'alpinisme au féminin avec Stéphanie et Blaise Agresti aux éditions Glénat. Learn from altitude. En partenariat avec Simon.